Allez, on va reprendre donc avec Mathilde Coulange. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, y a-t-il un impact du genre dans ce que l'on sait du phénomène des violences sexuelles commises par les mineurs? Je commencerai le propos en ne déclarant aucun lien d'intérêt et en disant que finalement cette question du genre, elle interpelle de prime abord le champ de la sociologie, qui se voit être la discipline éminemment experte en la matière, et que cette question, elle constitue un axe incontournable pour comprendre les dynamiques à l'œuvre dans la production des violences sexuelles, parce qu'elle va introduire une grille de lecture des rapports de pouvoir inscrits dans les normes sociales. Alors moi, je suis psychologue clinicienne, je travaille au sein du CRIEVS Midi-Pyrénées et aussi en cabinet libéral. Donc mon expérience, elle s'inscrit dans cette double posture, à la fois celle de l'accompagnement clinique auprès, entre autres, d'auteurs de violences sexuelles, et puis l'accompagnement et la formation des professionnels de terrain. Donc c'est à partir de cette place-là aujourd'hui que moi je vous parle, et à partir d'une réflexion que je construis en 3 axes. Le premier point renvoie à la dimension genrée des violences sexuelles et peut-être à son absence de spécificité du point de vue du genre entre mineurs et adultes auteurs. Deuxièmement, l'intérêt d'aborder la production de ces violences-là sous l'angle des rapports de domination de genre et de la construction de la masculinité. Et puis, l'intégration des apports des sciences sociales dans une approche clinique et préventive. Alors rapidement, quelques repères qui ont déjà été abordés sur les violences sexuelles chez les mineurs. 2 types de sources fiables aujourd'hui en France pour évaluer à la fois la prévalence et les caractéristiques des violences sexuelles. D'un côté, les chiffres produits par les institutions judiciaires et policières, et puis de l'autre, les enquêtes de victimation en population générale. Les données, elles sont convergentes. Les violences sexuelles sont massives, indépendantes des milieux sociaux. Elle démontre une dimension genrée dans la mesure où la majorité des auteurs désignés sont des garçons ou des hommes, et les faits surviennent généralement avant l'âge de 18 ans dans des contextes de proximité. Du côté des mineurs auteurs, ils représentent, on l'a vu, une part significative. Qui sont ces auteurs mineurs? Ce sont généralement des garçons qui vont agresser des victimes plus jeunes dans les contextes intrafamiliaux. Et au moment de l'adolescence, ces violences vont plutôt s'exercer entre pairs. Alors, le genre, il peut être intéressant du point de vue de la psychologue clinicienne que je suis, en tant que grille de lecture, puisque le genre, finalement, est un construit social et culturel, et les rapports de genre vont être structurés par des normes sociales qui définissent des comportements acceptables ou non pour les garçons et pour les filles. Et ces normes-là vont avoir une influence directe sur la socialisation des jeunes, notamment dans leur manière de comprendre, d'exercer le pouvoir, le contrôle et la domination dans leurs relations. La surreprésentation masculine parmi les auteurs désignés, elle peut être comprise à la lumière de ces rapports sociaux de genre. Les garçons sont souvent socialisés dans un modèle de masculinité dite hégémonique qui va valoriser la virilité, le contrôle, la domination, le rejet des émotions, finalement autant d'éléments qui peuvent favoriser le recours à la violence, y compris sexuelle, et notamment à l'égard des filles, mais aussi à l'égard des garçons perçus comme non virils, ou faisant référence à des masculinités peut-être plus marginalisées ou dévalorisées, comme les masculinités homosexuelles par exemple. Donc la violence sexuelle, elle apparaît comme un outil finalement d'affirmation identitaire et comme un rappel à l'ordre social des genres. Du côté de la sexualité, du consentement et des stéréotypes de genre, les adolescents notamment peuvent être soumis à certaines formes d'injonctions sociales pour performer leur sexualité, notamment selon les attentes liées à leur genre. Et le consentement, on y revient, qui est un concept évidemment fondamental, central, peut être flou à cette période de la vie. En tout cas, il peut être biaisé par des normes sociales qui vont préparer à la survenue de violences sexuelles, notamment dans les rapports entre partenaires. C'est-à-dire que certains garçons peuvent croire à un droit acquis à la sexualité, pendant que des filles peuvent se sentir obligées de répondre à des attentes masculines pour être acceptées, par exemple. Donc ce déséquilibre-là, il est nourri à la fois par des stéréotypes genrés, mais aussi par un déficit, ça a déjà été dit, d'éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui peut entraîner effectivement des situations de rapports non consentis.
Aussi, les médias, la pornographie, la culture populaire dans son ensemble va renforcer finalement les représentations sexualisées de la domination masculine en banalisant, en normalisant la violence ou l'absence de réciprocité dans les rapports intimes. L'adolescence, et quel que soit le genre, on le sait, est une période à fort enjeu, notamment en termes de construction identitaire, puisque c'est à ce moment-là que les rôles sociaux, les repères affectifs et la place dans le groupe se mettent en place. Et les jeunes vont chercher à s'affirmer, notamment à travers leur genre et leur sexualité. C'est un moment où la pression sociale pour performer la masculinité notamment est particulièrement présente. Et cette masculinité hégémonique, qui en soi est un idéal culturel, donc qui est plutôt finalement éloigné de la majorité des garçons et des hommes, cet idéal culturel va influencer finalement et infiltrer l'imaginaire collectif et donc participer à la construction de l'identité des enfants. L'adolescence, elle constitue aussi un moment propice à la remise en question des modèles adultes, en même temps que ces modèles-là vont continuer à faire référence et à guider les comportements des jeunes, et notamment à travers les réactions que le monde des adultes va avoir lorsque le jeune va adopter un comportement conforme ou non conforme aux normes de genre attendues. Donc l'entourage social, et encore une fois le monde des adultes, dans son ensemble, dans sa fonction de jugement ou de renforcement, va avoir le pouvoir de faire perdurer ou bien d'atténuer les stéréotypes de genre. Alors du côté de la clinique, je crois qu'il s'agit de soutenir une approche transversale et réflexive. D'abord, premier point, en ne se limitant peut-être pas aux approches psychopathologiques à la fois dans la compréhension et la prise en charge des mineurs auteurs de violences sexuelles. C'est-à-dire que si historiquement les recherches menées sur l'étiologie des violences sexuelles s'inscrit principalement dans une perspective psychopathologique et donc a mis au premier plan la psychiatrie et la psychologie, les prises en charge se sont donc construites à partir d'une lecture centrée sur l'individu. Je crois qu'on a intérêt à se défocuser, ou en tout cas à compléter cette approche-là par une intégration des apports de la sociologie et des études de genre notamment, pour une compréhension plus globale des violences sexuelles. Par ailleurs, en tant que professionnel, évidemment, on est loin d'être neutre, notamment parce que nos cultures professionnelles, elles reposent sur des visions genrées, normatives, des rapports humains et familiaux. Et nos représentations, souvent inconscientes, du masculin, du féminin, de la violence, de la famille, vont influencer nos pratiques. Donc il y a une nécessité, je crois, à travailler dans une perspective critique et interdisciplinaire, ce qui suppose de pouvoir remettre en question les différents stéréotypes de genre intériorisés dans nos pratiques psychothérapeutiques. Et la psychothérapie, la concernant, je crois qu'elle doit être le lieu de transformation des croyances, de ces représentations genrées, plutôt qu'un espace de renforcement des normes sociales existantes. Donc pour conclure, 4 points qui me semblent assez fondamentaux. Le premier, celui d'intégrer la dimension genrée et sociale dans les politiques de prévention, de soins et d'accompagnement des mineurs auteurs de violences sexuelles, d'intégrer l'éducation au consentement et à l'égalité des genres dans les politiques éducatives, et ce dès le plus jeune âge, de sensibiliser et de former les professionnels à identifier leurs propres biais et puis à articuler analyse clinique et analyse sociale, et enfin soutenir institutionnellement une approche systémique, interdisciplinaire, qui tienne compte à la fois du social et du psychique, de l'individuel et du collectif, pour prévenir efficacement et durablement les violences sexuelles chez les mineurs. Je vous remercie. Alors une première question. Bonjour, merci beaucoup pour votre texte et votre exposé extrêmement clair. On avait une question à côté, on va dire. Vous parlez très bien de la question de la surreprésentation des violences sexuelles chez les mineurs garçons, mais on avait une question pour les filles. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable que les violences commises par les jeunes filles sur d'autres jeunes filles ou sur des garçons soient totalement invisibilisées, tues, minorisées? Et est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des choses dans ce que vous avez lu ou dans votre pratique qui pourraient permettre de penser
cette invisibilisation des violences sexuelles des jeunes filles. Puis ensuite, il y aura une question sur la transidentité. Si vous voulez, je vous pose la deuxième question en même temps. On va faire la première d'abord. Ça vous... effectivement, ce qui est souvent convoqué comme question, c'est celle-ci, parce que ce qui vient en premier lieu, c'est l'opposition des sexes, les hommes et les femmes. Il est probable, et il y a des études, notamment Colin Cardy, je crois, qui a travaillé sur cette question-là, il est probable qu'il y ait une sous-représentation des filles, des femmes, auteurs, autrices de violences sexuelles. Mais quand bien même il y aurait cette sous-estimation, ça se jouerait à l'ordre de quelques pourcents, 3, 4, 5 peut-être. Et donc quand même l'écrasante majorité, on est quand même à plus de 90%. Je crois que ça indique qu'on a, alors d'abord peut-être en concomitance, mais d'abord à s'occuper de quels sont les mécanismes en jeu, notamment dans ce groupe-là, hommes, garçons, qui vont vers la production des violences sexuelles. Du côté des filles, évidemment, on ne va pas les négliger, loin de là. Je crois que peut-être les mécanismes à l'œuvre sont soit différents, soit... ça n'empêche pas, les modèles de masculinité peuvent être aussi empruntés par les jeunes filles, hein, bien sûr. Je crois qu'il s'agit de plutôt penser le rapport social de genre plutôt qu'une différenciation des sexes. À mon sens, c'est comme ça que... Voilà. Donc comment on introduit une réflexion autour des rapports de domination, des rapports d'autorité, qui peuvent aussi se jouer chez certaines filles, bien entendu. Comment on introduit une réflexion autour de ça plutôt que de différencier le groupe sexe-homme et le groupe sexe-fille. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond complètement, je vous remercie beaucoup. Et on avait une question aussi, parce qu'on a, dans tout ce qu'on a lu en termes d'expertise et même de bibliographie, il y a extrêmement peu de choses sur la question de la transidentité et la question des violences sexuelles dans ce cadre-là chez les mineurs. Voilà, j'imagine qu'il y a très peu de travaux, puisque même dans les revues bibliographiques, il n'y avait pas d'éléments, mais on se demandait si peut-être vous, dans votre pratique ou dans vos lectures, vous aviez quelques éléments sur cette question-là qu'on ne voudrait pas évacuer du rapport. Bien sûr. Alors je ne pense pas pour le coup être la meilleure personne pour vous répondre de manière exhaustive. Ce à quoi moi ça me fait penser, c'est peut-être une partie de l'enquête Virage, notamment sur les populations LGBT, et où ce qui est renvoyé, en tout cas sur les populations transidentité, c'est une survictimation, d'abord. Voilà. Ce qui, encore une fois, n'empêche pas la production de violence non plus, mais je crois que c'est ça d'abord qu'il y a à retenir. Voilà. Question. Oui. Avec tous les éventails qui bougent, j'ai l'impression que tout le monde veut poser une question. Alors, oui, bonjour, pardon, Céline Selem, psychologue au CRIAS Midi-Pyrénées. J'avais traité cette question sur la recherche bibliographique. Donc, pour répondre à la question précédente, effectivement, elle n'avait pas été traitée puisque rien n'a été trouvé dans les références bibliographiques. En tout cas, ouais. Ou peut-être que peut-être qu'il y a un biais aussi de recherche qui n'a pas été interrogé dans les bases. En tout cas, rien n'est apparu dans les recherches bibliographiques sur cette question. Oui, je suis la documentaliste qui ai édité la liste pour la lectrice du groupe bibliographique. Et en écoutant votre réponse, oui, je pense que j'ai fait un biais à l'interrogation. Il manque quelques petits mots-clés qui tendent vers la transidentité. Du coup, la lectrice a trouvé très peu de choses. Et du coup, vous trouvez très peu de choses. Cascade de biais. Voilà. Alexandra Vidal-Bernard, donc maître de conférence en psychologie clinique, en psychopathologie à l'université Marie-Louis Pasteur à Besançon, donc spécialiste du comportement sexuel problématique de l'enfant de 12 ans et moins. Alors simplement, en fait, pour apporter des notions sur la question du genre, en fait, il y a des études outre-Atlantique qui ont montré que les filles seraient plus nombreuses chez les enfants en âge d'aller en maternelle, hein, qui présenteraient des comportements sexuels problématiques de l'ordre de 65%. En fait, hein, c'est des recherches outre-Atlantique. Hein, donc, on n'a pas de statistiques en France. Il y aurait tout l'intérêt d'ailleurs de développer des statistiques vraiment pour nous éclairer davantage en fait, sur la question et sur ce qu'on perçoit en fait, en clinique. Et au fur et à mesure que les enfants entrent en âge, il y a de plus en plus de garçons. Voilà. Et avec des caractéristiques très
un peu plus précises sur les comportements en fait, sexuels en fait, adoptés, en fait, etc. Voilà, c'est simplement pour spécifier les choses. Merci pour votre ajout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Merci. Claude Aiguevive, dont je suis pédopsychiatre à Montpellier. D'abord, peut-être pour répondre à la question qui était posée précédemment, on a évoqué un effet de masse des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel. Je crois qu'on a donné le chiffre de 11 000, mais il y a 800 000 naissances par an. Donc, vous voyez, il y a 5 à 6 millions de mineurs qui sont concernés, dont on est quand même sur des chiffres qu'il ne faut pas faire peur aux gens, qui restent quand même relativement modestes par rapport à un pays de 65 millions d'habitants. Alors, on voit les choses en fonction aussi de nos professions. Vous avez beaucoup parlé de stéréotypes de genre. Moi, je suis pédopsychiatre et expert. J'en vois environ 2 mineurs auteurs par semaine. Et je soumets cela plutôt à la recherche et à l'approfondissement. Je suis surpris donc par le profil de ces mineurs qui ont, pour la plupart, au moins 50%, si ce n'est plus, des vulnérabilités très précises qu'on pourrait appeler des neuroatypies. Et c'est parce que je suis pédopsychiatre que je les recherche. D'abord des troubles du langage, très, très importants. Après, des dysharmonies cognitives, avec souvent un fort potentiel émotionnel. Et je retiens également le profil de l'alexithymique. J'en avais un hier et voilà, il faisait des grimaces quand j'abordais les faits parce qu'il n'arrivait pas à mettre des mots. Voilà, donc il y a les autismes aussi à bas seuil. Et ces mineurs à profil atypique quand même décrivent tous des sexualités numériques, au sens où beaucoup de masturbation avec des écrans pornographiques. Et donc, il y a une emprise aujourd'hui de l'image. Et on sait que le langage, la compétence dans le langage écrit permet de mettre à distance les images. Et ce sont donc des mineurs donc, qui sont donc prisonniers un petit peu de la culture pornographique qu'ils ont rencontrée. Ceci pour dire également qu'il serait important à la santé publique, ces mineurs, on sait où ils sont. Ils sont dans des classes Ulysse, dans des IME, dans des CMPP, et de spécialiser donc une prévention, une éducation auprès d'abord de ces mineurs qui sont tous à risque d'être absorbés par la culture pornographique. Voilà. Après, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais je voudrais mettre l'accent quand même sur ces données, sur ces déterminants, qui sont des déterminants de personnalité, qui sont des déterminants de neuroatypie, comme porte d'entrée donc d'une culture donc sexiste et qui les amène à reproduire le plus souvent auprès de leur entourage donc ce qu'ils ont consommé sur les écrans. Merci. Merci de cette intervention. On va passer tout de suite à l'intervenante suivante.